Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence à ce nouveau podcast de l'orientation, émission du lycée Vaclav-Havel destinée à présenter des filières, des parcours, destinés à aider nos élèves à formaliser un choix éclairé dans le cadre de la procédure Parcoursup afin de pouvoir intégrer une formation supérieure après la terminale. Le contexte est particulièrement adapté puisque depuis jeudi dernier, le 18, les élèves peuvent formaliser leurs vœux jusqu'au 9 mars. Aujourd'hui, nous allons mettre un focus sur une filière d'université particulière. Il s'agit de la filière archéologie. Et nous avons la chance d'avoir 3 étudiants aujourd'hui avec nous que je vais laisser se présenter tour à tour. Je vais commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Mathéo. Je suis en L3, donc sciences archéologiques à Bordeaux-Montaigne. Bonjour à tous. Moi, je suis Delia et je suis aussi en L3 archéo à Bordeaux-Montaigne. On est dans la même classe, c'est plus simple. Voilà. Et bonjour, moi c'est Charles et je suis en L2. Très bien. Avant de poursuivre, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de votre parcours individuel, de quel baccalauréat êtes-vous issu, quelle spécialité vous avez suivi? Ok. Moi, du coup, j'étais en bac technologique, donc STL, donc c'est sciences et techniques de laboratoire. C'était une formation très intéressante, mais j'avais un peu de mal à me situer par rapport à l'orientation. En fait, l'archéologie, ça m'a toujours plus ou moins intéressé avec Indiana Jones, avec les momies et tout ça. Et donc, j'ai décidé, via Parcoursup, du coup, de postuler. Et j'ai été pris étonnamment. Et du coup, j'ai commencé à étudier l'archéologie. Et du coup, c'était une véritable passion qui s'est dévoilée, quoi. Du coup, moi, c'est totalement différent. J'étais en bac général, en L. Et au début, je voulais vraiment faire de l'histoire et pas du tout l'archéo. Je connaissais même pas l'archéologie. Et en fait, c'est en regardant sur Parcoursup, j'ai vu qu'il y avait une filière archéo. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et donc du coup, j'ai passé mon bac et je suis rentrée en licence archéo. Moi, j'ai eu la première année des spécialités où j'ai pu faire en terminale physique-chimie, histoire de l'art et option mathématiques complémentaires. Et en vœux, c'était des domaines tournés vers l'histoire de l'art, archéologie et restauration du patrimoine. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de présenter la licence archéologie, je crois que vous vouliez nous présenter une association. Alors du coup, oui, on fait partie donc, de l'association ES Archéo, donc les explorateurs des sciences archéologiques. Donc c'est une association de licence de l'Université Bordeaux-Montaigne qui a été fondée en 2021 par un groupe d'étudiants dont je fais partie. Et donc du coup, notre but, c'est donc au sein des différentes promotions de la licence, de créer un climat d'entraide et du coup de festivités entre guillemets. Du coup, on organise plusieurs événements, donc des conférences avec des professionnels, des projections avec également des professionnels ou des professeurs de l'université. Et on organise aussi des sorties, etc. sur des sites archéologiques. Oui, et du coup, donc Delia, elle était là à la fondation de l'asso. Et avec Charles, on a intégré l'asso donc, en 2022 sous le poste de l'événementiel. Donc en fait, on va s'occuper de tous les événements qui sont liés à ce qu'on fait. Comme l'a dit Delia, des conférences, des sorties. Et plus particulièrement moi, donc avec Aurélie, donc la trésorière de l'association, tous les lundis, donc, grâce à Radio Campus Bordeaux, on fait des petites chroniques qu'on a appelées Truel FM. Et donc, tous les lundis, vers 12h45, pendant 10 minutes, on parle d'un sujet en archéologie. La semaine dernière, c'était sur l'alimentation, avec un focus sur l'alimentation des Gaulois. Et la semaine prochaine, c'est sur les divinités. Voilà. Donc, c'est des petites chroniques plutôt sympathiques, souvent relativement décontractées. On essaye de parler un peu à tout le monde. Et on peut les streamer sur SoundCloud. Voilà. Très bien, merci. Allez, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Une présentation de la licence d'archéologie.
C'est ça. Donc, on va peut-être commencer on commence par l'archéo ou par la Oui. licence? On va d'abord faire quand même une présentation globale de l'archéologie pour essayer du coup de définir, situer un peu, ouais. voilà, de situer, de définir ce qu'est l'archéologie. Du coup, on a vraiment une définition du dictionnaire qui nous parle de l'archéologie, donc du coup qui nous dit que c'est une étude scientifique, donc des civilisations disparues à partir de leurs vestiges. Donc nous, on n'aime pas trop utiliser cette définition parce que c'est une définition assez globale. Et du coup, en cours, au cours des 3 années de licence, on a appris à la peaufiner. Et donc du coup, maintenant, on peut vraiment donner une définition plus restrictive. Plus précise, voilà, ouais. plus précise. On va plus parler Pertinente. Oui, plus pertinente aussi, oui. On va parler plutôt de la matérialité et des relations avec l'homme et donc les sociétés. Donc on va à la fois étudier les objets, on va à la fois étudier les phénomènes, et c'est plus là-dessus qu'on va se baser. Mais en effet, du coup, l'archéologie, c'est vrai que on a tendance à penser que c'est plus un domaine en particulier. En fait, c'est vraiment une science. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ça. Voilà, première nouvelle d'aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas ce qu'on est censé dire après d'autres. Évidemment, l'archéologie aujourd'hui dans la pop culture, c'est principalement avec Indiana Jones, donc le pilleur de tombes. C'est pas génial, c'est pas trop lui, c'est pas trop ça nous. Et c'est pareil, on nous parle aussi beaucoup de Jurassic Park en soi. Je sais pas ce que tu en penses, Delia, c'est pas du tout ça. Du coup, les dinosaures sont apparus bien avant l'homme, et nous, en fait, l'archéologie, ça Mais prend non. vraiment. Du coup, l'archéologie commence à partir de l'apparition de l'homme jusqu'à nos jours. Donc, du coup, c'est pas du tout ça. Et les dinosaures, ce sera plus en pardon. Paléontologie. Voilà, ouais, merci, paléontologie. Donc voilà, on a essayé de démonter un petit peu les préjugés. Oui, c'est ça. On essaye tous les jours de démonter les préjugés, même sur les chantiers de fouilles, à expliquer non, on ne trouve pas de T-Rex ici, c'est pas trop ça. C'est plus les Romains, là. Donc, Puis, c'est pas que des choses anciennes, il y a aussi l'archéologie contemporaine. oui, exactement. Oui, l'archéologie, c'est vraiment de la préhistoire jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment de Lucie à l'archéologie des Grandes Guerres, quoi. Vraiment, c'est tout ce panel historique. Voilà. Après, du coup, dans l'archéologie, il y a plusieurs disciplines en fait qui sont des spécialités. On peut parler par exemple de l'archéozoologie. Je sais que c'est un sujet que Delia apprécie fortement. Oui, j'aimerais bien devenir archéozoologue. Donc du coup, c'est vrai que ça m'intéresse fortement. Donc c'est l'étude des relations entre l'homme et l'animal, donc dans le passé par l'analyse des restes fauniques. Donc du coup, on en retrouve quand même pas mal. C'est un mobilier qu'on retrouve énormément sur les chantiers, et donc du coup qui peut nous permettre d'avoir énormément d'informations sur par exemple les pratiques alimentaires ou même l'environnement qui était autour des hommes. C'est ça. On a donc aussi l'archéothénatologie. Du coup là, c'est principalement sur le mort, donc à la fois son étude à lui entre guillemets, et puis l'étude des rites funéraires qui vont autour. On a récupéré quelques petits objets. Je pense que Delia, tu vas peut-être pouvoir les montrer à la superbe caméra. Coup, j'ai quelques ossements. Je sais pas où c'est qu'il faut que je les montre par contre. Oui, là c'est bon. Ok. Du coup, on a une mandibule. Donc, alors je sais pas quel animal. Je crois que c'est du cheval, mais je suis pas sûre. Ensuite, on a aussi une mandibule. Donc là, de carnivore, c'est du renard. On a aussi des dents. Bon, là, c'est vraiment des restes fauniques. C'est ce que j'ai pu récupérer sur un chantier. Et du coup, un morceau d'os, pareil. Avec des traces de boucherie qui nous permettent d'attester potentiellement de la boucherie. C'est ça. Voilà. Et donc, évidemment, on étudie ce qui est vivant, mais on étudie aussi la matérialité qui ne l'est pas forcément. Du coup, Delia, c'est vrai que tu as chopé une jolie coquille d'huître aussi. Oui, donc voilà, pareil. En archéozo, on étudie aussi tout ce qui est coquillage, donc malacologie. Et du coup, là, c'est une coquille d'huître. Voilà. Et on va étudier aussi, par exemple, la céramologie, donc tout ce qui est les contenants, donc par exemple, je sais pas moi, les amphores, la céramique en général. Voilà, un joli bord. Si tu le tenais. Ouais, super. Ouais, pardon. Voilà, donc là, on a le bord, et puis ici. Voilà, et puis après, il y a plein d'autres études qui sont beaucoup plus scientifiques, entre guillemets, sur les datations. Je sais pas si tu peux nous en parler un petit peu, Charles. C'est tout le domaine de l'archéométrie. Donc,
qui va s'occuper des analyses des matériaux, des analyses physico-chimiques des matériaux, où là, on va pouvoir dater les différentes périodes pour les sites, mais aussi pouvoir déterminer la provenance de matériaux, ou alors quelle technique on utilisait pour fabriquer une céramique ou autre, même des épées. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les techniques de forge. Et l'archéométrie s'occupe de tout ça, donc c'est une grande partie du laboratoire qui est post-fouille, mais avec une arrivée sur le terrain aussi pour savoir comment après prélever en fait ces matériaux pour pouvoir les analyser. C'est ça. Donc évidemment, donc, tout ça, c'est des études qu'on peut faire. Nous, on va en l'été, généralement, on est sur des chantiers de fouilles. Donc c'est du bénévolat. Parfois, on est logé et nourri. C'est très bien. Et donc on fait plein d'activités dessus. Évidemment, on fouille. Alors, c'est pas tout à fait comme dans les films, évidemment. C'est vraiment un travail relativement minutieux qui demande de la patience, un tout petit peu de force physique. Ça dépend vraiment. Il y en a peut-être, ça demande beaucoup plus. Mais voilà, on fait plein d'activités. Dans le sens, tiens, Delia, c'est magnifique relevé. Donc on relève aussi on fait du dessin aussi. Ouais. Voilà. Du coup, on réalise beaucoup d'activités sur le terrain, donc pas seulement de la fouille, on fait aussi des relevés. Du coup, voilà, donc ici on a donc un exemple qui est assez bien. C'est moi qui l'ai réalisé, donc il est assez bien. Il est forcément très bien. Du coup, voilà, c'était sur le secteur sur lequel je fouillais. Et donc, du coup, tout ce que vous voyez en forme de cercle, c'est des trous de poteaux ou alors des silos. Trous de poteaux, donc c'est là où on mettait les poteaux pour tenir les maisons ou les autres bâtiments. Et ensuite, on a aussi les silos. Donc, les silos, c'est des structures de stockage en profondeur. Donc, du coup, on stockait le grain, etc. Donc là, on en a 2. Alors, juste ici et ici. Et donc, du coup, le but du relevé, c'est de vraiment prendre tous les points des trous, enfin des négatifs, et donc, du coup, de faire une carte, en fait, du terrain, de là où on a fouillé, pour ensuite le mettre dans le rapport de fouille. Voilà. C'est ça. Donc bon, tout ça, ça fait un petit peu rêver, mais bon, évidemment, on est là principalement pour parler du coup de la licence, des études. Donc quand on arrive, évidemment, une licence, c'est en 3 ans, donc c'est des études universitaires. La première année, elle est relativement générale. Au premier semestre, on va avoir un petit peu d'histoire de l'art et de l'archéologie. Ce petit peu d'histoire de l'art, entre guillemets, il va servir principalement à, par exemple, étudier des temples grecs ou des temples romains, des églises. C'est plus un mélange d'histoire avec de la reconnaissance de bâtiments, quelque chose qui va être très important pour la suite. Et à partir de la L2, on va commencer à rentrer dans les périodes historiques et préhistoriques pour étudier les phénomènes et les matériaux qu'on peut retrouver. Et la L3, c'est, on va dire, une révision d'un peu de tout ça en plus fin. Généralement, à chaque période, on se concentre sur un phénomène ou plusieurs. Donc, c'est c'est très complet, on va dire. Et c'est une des rares licences à faire que l'archéologie et pas à mélanger histoire de l'art et archéologie. Donc voilà. Et après, du coup, cette licence, si jamais vous voulez aller encore plus loin, il existe 4 masters dans la ville, enfin sur le bassin de Bordeaux. Et donc du coup, on a en premier lieu le master archéologiste. Du coup, c'est celui de UBM, donc du coup de Bordeaux-Montaigne, qui propose ici donc de travailler dans tout ce qui est recherche. Donc on prend vraiment toutes les périodes, on le met sur un seul master et ça va nous former sur tout ce qui est général. Mais ensuite, il y aura un mémoire à la fin à rendre. Et donc du coup voilà, ça reprend à peu près tout. C'est vraiment la recherche, quoi. Ce mémoire, du coup, il va être sur un sujet en particulier. Et généralement, à la suite de ce mémoire, on se spécialise on se spécialise en même temps que le mémoire, le master du moins, sur une période et sur un phénomène. Je sais pas, par exemple, la céramique italienne du 4e siècle avant notre ère, je sais pas, j'ai une bêtise, mais un truc comme ça. Voilà, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et oui, du coup, après, on a d'autres masters, évidemment. On a le master archéométrie, donc qui est toujours à Bordeaux-Montaigne. Celui-ci, donc, c'est plus pour se spécialiser dans les laboratoires.
Donc tout ce qui est datation, tout ce qui est typologie de céramique. Donc c'est reconnaître des formes dans les céramiques pour établir après des chronologies. Et en fait, alors ce qui est donc on a le parcours pro aussi, donc c'est pour travailler dans l'archéologie préventive. En fait, quand on fait des chantiers l'été, c'est de l'archéologie programmée. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont ces sites-là à l'année et qui vont prendre des bénévoles, les faire fouiller sur leur site et vont avoir un compte-rendu à la fin de chaque année. Alors que l'archéologie préventive, c'est, imaginons, on va vouloir construire un immeuble au centre de Bordeaux et on creuse et là, on trouve des restes. Là, c'est l'archéologie préventive qui prend le relais, donc ce sont des salariés. La plus connue, évidemment, c'est l'INRAP, l'Institut national de la recherche archéologique préventive. On a aussi EVA, donc c'est la même chose mais en privé. C'est à Limoges, il y a Hadès. Oui, Hadès. Sinon, il y a Bordeaux Métropole aussi qui fait des fouilles du coup pour Bordeaux. Et du coup, je pense que c'est... C'est ça. Et par exemple, donc pour les 3 premiers masters qu'on a cités, en fait, quand on étudie à Bordeaux-Montaigne, les masters qui sont à Bordeaux-Montaigne, on récupère la priorité dessus. C'est-à-dire qu'il y a moins d'efforts entre guillemets à faire pour pouvoir postuler. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et on a un dernier master, du coup, à vous expliquer un petit peu, qui s'appelle Archéologie, Sciences pour l'archéologie, qui lui est à UB, donc à l'université donc, de Bordeaux. Qui est vraiment pas très loin de Bordeaux-Montagne, littéralement à 2 arrêts de tram. Et là, c'est plus pour se spécialiser dans la préhistoire. Je pense que Delia saura mieux en dire que moi. Oui, du coup, c'est un master qui va regrouper donc 3 sous-divisions. Donc, on a l'archéo-thanatologie. Donc là, c'est, comme l'a dit Mathéo tout à l'heure, c'est l'étude des morts. Enfin, du coup, des rites qui sont liés à la mort. Donc, du coup, on a cette subdivision-là. Ensuite, on a du coup l'anthropologie, donc l'étude des hommes, etc. Et ensuite, on a le parcours PGA, donc préhistoire, géologie, archéozoologie. Et donc, du coup, c'est pour vraiment se former à l'archéozoologie et puis à la préhistoire et à la géologie. Donc, le premier semestre, c'est vraiment tous les 3 en même temps. Et puis après, à partir du second semestre, c'est vraiment dispatché. On aura des cours différents, suivant ce qu'on a choisi. Voilà, c'est ça. Et par rapport à la licence, du coup, il faut que pour vérifier la licence en soi, on peut avoir de très bonnes notes, mais il faut faire 6 semaines de fouilles minimum, et du moins elles sont obligatoires, pour valider la licence. Voilà. Sachant que 6 semaines, ça ne va pas suffire pour avoir une véritable expérience. Il faut multiplier les chantiers. C'est ça, il faut multiplier les expériences. Moi, je sais que j'ai 8 semaines et 1 jour. Et c'est pas assez, par exemple, c'est assez pour passer la licence, mais je sais que c'est pas assez pour comprendre réellement certains phénomènes et comprendre la fouille en soi. Voilà. Très bien, merci. Ça a l'air tout à fait passionnant. Maintenant, quels sont les attendus de la licence? Quand je parle des attendus, je parle des exigences, entre guillemets, de la formation pour pouvoir sélectionner des élèves de terminale et faire qu'ils soient intégrés dans cette licence. Moi, je sais. Alors, je pense qu'un des plus gros challenges, entre guillemets, ça va être la rédaction. Je pense que c'est très important d'être bon en rédaction. En synthèse surtout. En synthèse, voilà. Avoir un petit peu de science aussi, comprendre les bases du coup de tout ce qui est chimie, enfin pas chimie mais physique, chimie, etc. ouais, physique, chimie, voilà, de comprendre un petit peu, ouais. Ouais, il y en a beaucoup quand même en L2, en L3, il y en a quand même pas mal. Si c'est repris depuis le début pour ceux qui ne sont pas originaires de filières scientifiques. Enfin, moi, je sais que du coup, j'ai fait un bac L. Mais je m'en suis très très bien sortie, donc ça va, enfin très très bien. Je m'en suis quand même sortie, quoi, comme tout le monde, mais ouais, donc, non mais oui. Voilà. Les attendus, ouais, c'est principalement une capacité de rédaction, une capacité de prendre beaucoup de notes, une capacité d'apprendre pas mal de connaissances et de aussi dates, de dates, ouais, parce que on a quelques dates, de sites, oui aussi, de phénomènes, voilà. Mais après, en recrutement, c'est une centaine par année. Là, ça a baissé pour notre année. Nous, on n'était que 80 en L1 pour notre licence. Et c'est divisé par 2 à chaque année. La moitié reste. Donc, par contre, le travail, il est vraiment chronophage. Enfin, souvent, dans l'histoire de l'art, c'est comme ça. Parce qu'on va nous demander des comptes rendus d'articles ou alors des exposés. C'est ça, ouais. Et ça sera pas... donc, ça sera sur la production, ça sera noté. Et en fait, on peut y passer très bien 10, 20 heures sur
C'est ça. Un petit devoir. C'est ça. Ce qui est important aussi, c'est le travail de groupe. On en fait énormément. Donc, il faut être capable de pouvoir travailler en groupe. Ça s'apprend. Mais c'est vrai que c'est bien d'arriver avec, arriver avec une sorte d'expérience, entre guillemets, de pouvoir travailler avec les autres, parler avec les autres, réfléchir avec les autres. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal déjà. Donc pas de spécialité véritable privilégiée. Pas particulièrement. Vraiment une capacité de rédaction, de synthèse et puis de travail, mais comme dans beaucoup de filières. C'est principalement ça, avec des gros guillemets en soi. Moi, j'en ai une licence scientifique. Ça m'a pas forcément avantagé. Et pareil, littéraire, en vrai, ça avantage pas vraiment. Forcément, c'est vraiment l'assimilation de connaissances qui est... Oui, voilà, c'est le but, c'est le principal, quoi. Puis de toute façon, en L1, vu qu'on reprend absolument tout le monde après, en L2, repart d'un pied d'égalité. Donc, ouais. Le taux de pression exercé sur la filière à Bordeaux, vous m'avez dit qu'il y avait une centaine de places chaque année. C'est ça, ouais, une centaine de places. Ouais. Et combien de candidats pour 100 places? Très bonne question. Je sais pas du tout. Je pense que c'est à peu près le double en soi, parce que moi, je me souviens que... Oui, je crois que c'était ça en vrai, c'était à peu près le double. Moi, j'étais sur liste d'attente quand j'ai postulé. Enfin, après, c'est descendu très vite, parce qu'il y a certains mettent la licence pour... on sait jamais. Enfin, c'est une roue de secours, entre guillemets, si jamais ils sont pas pris dans d'autres licences. Mais en soi, c'est un peu à tort, parce qu'ils pensent que c'est non sélectif, alors qu'après... Oui, voilà. Au niveau des cours, ils vont très vite abandonner. Oui, c'est ça, oui. C'est quand même relativement précis comme filière. Après, on s'en sort en soi. On peut quand même faire dans des métiers du patrimoine, on peut faire de l'enseignement, on peut se rattraper sur plein d'autres choses. Mais c'est-à-dire que quand on rentre en archéologie, c'est pas pour rien, entre guillemets, quoi. Vous avez participé à la procédure Parcoursup? Oui, tous les trois? Oui. D'accord. Donc, vous étiez positionné combien lors de la première semaine de publication des résultats début juin? Moi, la première semaine, j'ai été accepté partout. J'étais en premier partout et j'étais 18e à Bordeaux-Montagne. Voilà. Moi, j'étais 23e, je crois, et j'ai été acceptée 2 jours plus tard. Donc, moi, c'est le jour même. Il me semble que ça s'est fait relativement rapidement. Je suis un peu dans le même cas que Mathéo. J'étais en liste d'attente parce que j'étais pas prioritaire, comme c'était pas ma région. C'est pareil. Comme je suis moi aussi. de Rhône-Alpes. Ça dépend vraiment. En tout cas, ceux de Bordeaux ont été. Ceux qui viennent de Bordeaux ont été quand même acceptés plus vite, je pense. Vu qu'il y a aussi cette histoire de distance, etc. Donc, c'est ça, je sais que j'étais en liste d'attente parce que je n'étais pas de la région. C'est pareil pour moi. Ouais. Donc là, c'est très intéressant parce qu'effectivement, sur les études dites non sélectives, il y a une priorité donnée au lieu de résidence et d'habitation. C'est ça, ouais. Et certains de nos élèves rechignent à mettre des vœux qui sont en dehors de l'académie. Mais là, vous êtes l'illustration. Oui, on est tous les trois pas de Bordeaux, vraiment. Moi, je suis d'Angoulême, par exemple. Moi, je suis de Corrèze, donc... Moi, je suis près de Saint-Étienne. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à faire des vœux, même si l'on n'est pas de l'académie. Non, vraiment. Et puis, dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des études supérieures et c'est toujours intéressant de bouger en soi. Ça fait peur, c'est sûr. Oui. Mais il faut se dire que si on veut vraiment quelque chose, il ne faut pas avoir peur de bouger. Vraiment pas. Et puis il faut aussi se rendre compte que ça peut vite nous amener dans le monde, dans le vrai monde, parce que c'est bien de rester chez soi, etc. Mais si on bouge, je sais que moi, le fait de partir de chez mes parents, ça m'a vraiment donné cette indépendance que j'ai maintenant. Et donc, du coup, c'est ça, pareil pour moi. De devoir rester plusieurs mois comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc il ne faut pas qu'ils hésitent. D'accord. Quels sont les débouchés après une licence et un master d'archéologie? Il y a plein de choses. Après, on peut faire plein de concours pour travailler dans le patrimoine, pour travailler au CNRS. Voilà. Donc on peut faire évidemment enseignant-chercheur. Moi, c'est ce que je veux faire. Mais donc il faut avoir une thèse et tout ça. C'est un petit peu plus compliqué. Après, je sais pas. On a eu plein. Alors, ce qui est bien aussi en archéo, c'est qu'on a énormément de gens qui viennent nous parler de leur métier. Surtout en L2, là, je sais que Charles... Oui, on a un cours dédié à ça, pré-professionnalisation. C'est très dur à dire. Et c'est des intervenants. Alors là, on avait eu une enseignante chercheuse du CNRS, Laetitia Borot, voilà, qui nous a parlé de son parcours. Et en fait, on apprend que même les enseignants-chercheurs CNRS, ils n'ont pas eu leur concours du premier coup.
C'est ça, voilà. Et oui, donc on peut faire ça. On peut donc après travailler dans l'éducation, évidemment. Après, on peut faire guide touristique, des choses comme Même ça. directement rentrer dans une association, donc comme EVA. Bon, après, il faut avoir un petit peu de chance et avoir quelques places qui se libèrent, mais il y a aussi ça. C'est ça, parce qu'en fait, généralement, c'est un peu séparé en deux. C'est soit, si on veut travailler de suite, on va avoir donc l'archéologie préventive. Et là, généralement, après le master, on a un poste, vraiment. Il y a très peu de masters. Et après, quand on veut faire plutôt de la recherche, là, c'est plus, comment dire, c'est plus de long, longue quoi. haleine, quoi. C'est ça, vraiment oui. de l'endurance. La thèse, techniquement, on dit c'est 3 ans. En archéo, c'est entre 5 et 8 ans. Moi, je sais que j'ai fouillé avec un monsieur, sa thèse, elle a duré 30 ans. Donc, voilà. Après, ça demande énormément d'énergie, mais bon, c'est comme ça, quoi. Donc, Faut de la volonté. l'insertion professionnelle est relativement Elle est variée. Oui. Elle est variée, ouais. Elle est variée, ouais. Carrément. Enfin, oui. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Je sais pas trop, mais elle est relativement Voilà. variée quand même. Oui, Enfin, oui, en tout cas, elle est variée dans ce qui est patrimoine, enseignement et transmission de connaissances, on va dire. Bon, je vais vous poser la question que tous les élèves posent à chaque Bien, étudiant ou intervenant, et vous l'avez deviné aisément, c'est quel est le niveau de rémunération. Alors là, après, ça dépend des diplômes. Hein. Ouais. Parce qu'en soi, l'archéologie préventive, ça paye plutôt pas trop mal. Non, je sais pas du tout. Moi, je moi, en tout cas, pour connaître un petit peu, je n'ai pas travaillé dedans, mais je sais que de toute façon, c'est un travail qui est relativement bien payé parce que la plupart du temps, les salariés, font des déplacements. Et donc, ils sont payés au déplacement. Donc, forcément, c'est relativement bien payé, mais ça demande énormément d'énergie, autant sur le terrain que se déplacer de chez soi. Si on doit rouler 700 km pour faire 3 semaines de chantier, forcément, c'est en contrepartie. C'est une succession de contrats de chantier. Oui, voilà, c'est ça. Et après, recherche en soi, je crois qu'à la fin, on a on a un salaire fixe qui évolue comme tout professeur, par exemple. Je crois que c'est à peu près ça. Mais je sais, par exemple, nos professeurs, surtout une, en arrivant en L1, nous a bien dit, si vous venez en archéologie, c'est pas pour gagner de l'argent. Voilà. C'est plus de la passion. C'est plus de la passion. Évidemment, on va gagner de l'argent, forcément. Je pense que ça tourne. J'espère. Oui, on va quand même gagner de l'argent. Non, mais ça tourne. Je sais pas, moi, peut-être. Je sais pas, t'as un chiffre, Charles. Moi, j'en ai un en tête, mais si c'est le même que toi, ça va. Après, moi, ça dépend vraiment parce que les enseignants-chercheurs, c'est pas ils gagnent pas autant que. Enfin, ils gagnent pas la même que les professionnels. Ah bah non, pas du tout. C'est pas le Non, même. c'est pas du tout le même domaine. Donc c'est normal. Oui, non, je pense que c'est un salaire de prof basique, on va dire. Et puis après, ça évolue de toute façon, comme partout. C'est sûr. Voilà. D'accord, donc aux alentours de 2000 €. On va dire ça, ouais. Hein. Pour commencer, on va dire ça. En soi, après, voilà, encore une fois, l'archéologie, c'est pas un domaine où on vient et on va faire de l'argent. C'est pas du tout l'objectif. Moi, c'est vrai que je m'étais un petit peu voilé la face. J'ai dit non, mais on va gagner beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas le. En tout cas, un archéologue qui vient pour travailler pour l'argent, c'est pas un bon archéologue. Par contre, il y a une grande partie des archéologues, notamment pour les enseignants-chercheurs, qui veulent, par exemple, faire des recherches sur un site en particulier. Ils doivent demander des fonds et c'est à eux de les faire. Donc, la recherche de financement, c'est aussi une grande partie des archéologues, malgré eux. C'est ça, malgré eux. Très bien. Nous arrivons à quasiment 30 minutes de podcast. On va donc terminer cette session. Je vais vous demander de façon concise les 3 adjectifs représentant des qualités qu'un étudiant en archéologie se doit de posséder. Alors moi, j'aurais dit curieux, motivé et qu'est-ce qu'il peut y avoir une troisième ? Je pense sociable. Je pense que c'est 3 bonnes qualités. Ouais. Ou alors des conseils à donner à nos élèves qui envisageraient ce type de parcours. De rester motivé, oui. Je pense être persévérant. Très persévérant. Allez-y, si vous avez envie, allez-y. Ensuite, d'être organisé aussi. Parce qu'on a quand même beaucoup de cours qui s'accumulent. Donc, du coup, il faut vraiment prendre le temps de faire, par exemple, des frises chronologiques si jamais il y a beaucoup de dates. Ou alors, vraiment de différencier les différentes classes, par exemple, de matériaux. Je sais pas. Par exemple, si on étudie le paléolithique, il faut vraiment, du coup, différencier. Par exemple, au paléolithique ancien, on a tel débitage, machin chose. Enfin, il faut vraiment
être organisé et puis se faire des fiches surtout pour apprendre un peu plus et s'y prendre vraiment à l'avance pour réviser. C'est ça, ouais, vraiment, ouais. Voilà. Puis Je pense que c'est les conseils. participer au chantier le plus tôt possible Oui. aussi. Parce que Oui, Ah c'est oui, vraiment c'est ça, surtout la ça, oui. fouiller, logique. ouais, faut vraiment fouiller le plus tôt possible, ouais. Ne pas désespérer quand on reçoit 30 lettres de refus C'est ça. et continuer à demander et puis il y en a bien qui acceptera C'est au ça. bout d'un moment. Et là, par contre, ce qui est très intéressant, du coup, c'est que généralement, les personnes qui cherchent des bénévoles pour fouiller ne regardent pas les notes. Ce n'est pas du tout... en tout cas, Ah oui. c'est pas parce qu'on a des bonnes notes qu'on fouille bien. Donc déjà, s'il y a des personnes qui disent « Ouais, j'ai pas des très bonnes notes aujourd'hui, je sais pas si j'y arriverai », les études supérieures, ça change absolument tout. Il y a des très bonnes notes qu'on pouvait avoir au lycée, et en entrant à la fac, on a des notes plus ou moins pourries. En soi, c'est le système de la fac peut-être qui veut ça, mais il faut pas se décourager, il faut être bosseur vraiment. Mais ça récompense bien, on va dire. Voilà. Puisque c'est vraiment une aventure humaine, les chantiers. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pour ça, je pense que sociable aussi, c'est une bonne qualité à avoir en soi, être à l'aise avec le monde, être à l'aise aussi à passer à l'oral. Je pense ça, évidemment, ça s'apprend. Et si c'est une qualité que tu possèdes déjà, c'est cool. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Merci à vous. Merci à vous. cette présentation d'une filière particulièrement intéressante. J'espère que nos élèves y trouveront un intérêt et que des vocations naîtront de votre présentation. On sera là du moins. Bon, parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis, pour nos élèves, je leur donne rendez-vous au prochain podcast. Bonne fin de journée.